Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2026. C'est parti, rentrée culturelle. Enfin, ça s'est jamais arrêté. Il s'en passe des choses en Sarthe. Ma région virtuose, par exemple, s'arrête en Sarthe pour nous faire profiter de concerts de musique classique. On en parlera dans un instant. Vous pourrez découvrir Théâtre sans animaux, la dernière pièce des Tréteaux Vénitiens à La Ferté-Bernard. Le Mans sonore, vous n'avez pas dû rater les affiches partout autour de nous. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Une belle programmation avec un beau plateau tout à l'heure. Et puis on finira par le Geek Life Festival. C'est ce week-end autour de la thématique du Japon cette année. Bref, on a plein d'invités. Alors je vous propose de les rejoindre tout de suite en plateau. Et on va vous les présenter, on parlera de leur spectacle dans un instant. Les Tréteaux Vénitiens, Claire Van Scheck, bonsoir. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association des Tréteaux Vénitiens et vous êtes venue avec Rabi Kokolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des comédiens, vous allez nous raconter ça dans un instant. Mais avant, je me tourne, j'allais dire vers ma région virtuose. Moi, j'y vais directement. Voilà. On est sur la MTV Sarthe, donc on va dire la Sarthe virtuose. Sophie Da Silva, vous êtes vice-présidente de l'Orchestre symphonique du Perche sartois. Bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Albouze, vous êtes président de l'Harmonie de la Ferté-Bernard. Bonsoir. Et nous avons le plaisir d'avoir en visio avec nous Isabelle Leroy, vice-présidente de la culture en Pays de la Loire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors avant de parler plus précisément des orchestres, des harmonies, etc., qu'est-ce que c'est ma région virtuose et qu'est-ce que ça va nous proposer en Sarthe, c'est-à-dire près de chez nous? Alors, ma région virtuose, d'abord, c'est la 3e édition de ce festival, un festival assez inédit. Alors, un festival de musique classique, mais plus que cela, c'est un festival qui se réinvente chaque année pour aller au plus près des habitants, à leur rencontre et pour leur proposer des moments d'émotion et de beauté, comme finalement presque seule la musique classique est en capacité de le faire. En tout cas, c'est un joli moment de rencontre. Donc, on a à la fois des spectacles, en tout cas des concerts dans des lieux classiques de diffusion, donc des salles de spectacle, et puis de plus en plus, et c'est là où on va innover, dans des lieux inédits, sur des formats novateurs, pour justement aller rencontrer les publics là où ils sont. Et donc, on a sur la région, du 9 au 25 janvier, environ 160 concerts avec les meilleurs artistes, les plus grands compositeurs. Et puis, je voudrais, et je salue ceux qui sont sur le plateau, évidemment, on met à l'honneur aussi les concerts amateurs, et particulièrement l'Orchestre symphonique du Perche sartois, mais les autres, parce qu'ils sont aussi notre richesse, la richesse de notre territoire ligérien. Et donc, voilà. Donc on va à la rencontre et avec notamment des scènes itinérantes qui vont sillonner toute la région. Donc 160 concerts, 80 lieux, scène itinérante qui va dans le village, au cœur du village, un semi-remorque qui ouvre ses portes et qui accueille un public qui n'a pas forcément l'habitude de fréquenter et de rencontrer la musique classique. Et puis on va dans des lycées, dans des marchés couverts, dans des centres commerciaux. Et puis, cette année, on innove avec des lieux qui accueillent des personnes plus fragiles, donc des personnes en situation de handicap. C'est cela, ma région virtuose. C'est cette formidable promesse de la rencontre avec l'excellence. L'idée, c'est vraiment d'essaimer un petit peu partout dans la région. C'est pour ça qu'on a aussi une programmation par département, puisqu'on sait que c'est relativement centré autour de Nantes. Mais là, il y a des concerts qui ont lieu un petit peu partout, avec une programmation itinérante qui se repose aussi sur la programmation, comme vous le disiez, des locaux finalement, pour faire le lien entre tous ces artistes de notre belle région. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est une richesse. La région des Pays de la Loire est une richesse qui a finalement le plus de pratiques amateurs en France. Et donc, c'est une formidable manière de les mettre à l'honneur et de leur permettre aussi d'être valorisés en étant finalement en première partie des plus grands artistes en France et même au monde. Et puis, de leur permettre aussi de rencontrer peut-être leur idole. Et puis, peut-être que demain, certains d'entre eux deviendront de grands virtuoses. En tout cas, c'est cela la promesse de ma région virtuose.
En tout cas, une belle programmation à partager avec tous et aussi, bien sûr, les scolaires. Merci beaucoup, Isabelle Leroy, d'avoir pris un peu de temps pour échanger avec nous en visio. Alors, justement, on en parlait. Ici, il s'en passe des choses. Il y a des amateurs et des professionnels qui se regroupent pour faire de la musique et des concerts. Je vais peut-être commencer par Philippe Albouze, justement, président de l'Harmonie de La Ferté-Bernard. Vous existez, si j'ai bien compris, depuis 1919, c'est bien ce que j'ai... C'est ça, on fête bientôt nos 110 ans. On est en train déjà de les préparer d'ailleurs. Notre chef a déjà anticipé et songe au programme de nos prochains 110 ans, donc en 2029. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer là, dans le cadre de Ma Région Virtuose ? Dans le cadre de Ma Région Virtuose, on fait un programme plus classique, puisque le programme est orienté classique. On va jouer le Boléro de Ravel, on en parlera peut-être aussi, jouer aussi l'orchestre symphonique, donc 2 versions différentes, et des morceaux comme Solassané avec qui rappellent le vent, orientés autour de thèmes précis. On aura un solo de clarinette aussi par une de nos jeunes qui est rentrée récemment dans l'orchestre d'harmonie, et un solo de hautbois sur la base de la musique de Oblivion. Alors justement, parce que je me fais toujours avoir, donc là je l'ai noté, entre le symphonique et l'harmonie, c'est le symphonique, vous avez les cordes en plus, c'est ça ? Oui, tout à fait, on a un pupitre de cordes. Oui. Donc vous avez les bois, les vents et les percussions de votre côté, on rajoute les cordes, et d'où l'harmonique et le symphonique. Vous êtes une cinquantaine de musiciens. Depuis cette année, on est entre 50 et 54. Oui, j'imagine que ça évolue de toutes les générations. Voilà. Le plus âgé a 92 ans ou 94, je me souviens, quelque chose comme ça. Et il fait des très beaux solos de jazz. Bon, ce ne sera pas le sujet du jour, mais... Oui, c'est ça, parce que vous faites aussi, d'ailleurs, le 14 mars prochain, vous avez un ciné-concert. L'Harmonie de La Ferté-Bernard propose aussi des concerts qui vont mêler la musique classique suivant les années, tout à fait. Historique, on va dire, et puis des choses plus contemporaines, voire des styles un petit peu frontaliers. Oui, tout à fait. L'année prochaine, on va essayer de faire un programme français avec des morceaux qui parleront de la France. Donc ça dépend des années. Donc là, on est en classique. Mois de mars, on mélangera classique et ciné-concert. Donc c'est-à-dire qu'un mini-film va être projeté et pendant ce temps-là, on jouera en suivant les images, bien entendu. Et ensuite, on passe en programme festif pour le 21 juin, pour la fête de la musique. Et on regarde déjà pour l'année prochaine ce qu'on pourra programmer pour les 2 prochains. On a 2 concerts annuels, généralement. Alors justement, Sophie Da Silva, ce travail à l'Orchestre symphonique du Perche sartois, vous depuis une trentaine d'années aussi, donc vous êtes déjà bien inscrit dans la musique sartoise. C'est des amateurs, des professionnels, après la frontière est un peu mince, qui se regroupent sur un répertoire qui chaque année évolue et que vous travaillez tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Alors, on est un peu moins ancien que cela, puisque l'OSPS a vu le jour en 2008, est dirigé par Pierre Ledru, notre chef d'orchestre diplômé d'État. Et on fait, on va dire, 3 concerts par an, 3 ou 4. J'ai oublié votre non, je disais qu'il y a un mélange entre des professionnels, des amateurs, des gens qui pratiquent, on va dire, de manière plus régulière, plus professionnelle, et d'autres, et tout ça forme justement un ensemble. Oui, tout à fait. La tranche d'âge s'étend de un peu plus de 7 ans jusqu'à un peu plus de 77 ans pour rester, pour rester un petit peu discret. Et ça donne lieu à des beaux échanges, en fait, entre musiciens et à une transmission aussi au sein de l'orchestre qui est vraiment très, très intéressante. Et souvent, parce qu'on en reçoit pas mal en Sarthe, on n'est pas trop mal lotis en termes de musique classique et d'ensemble d'orchestre et autres. Et ben, c'est vrai qu'il y a des musiciens qui font des carrières classiques ou qui rentrent au conservatoire, etc., qui ont fait leurs armes justement dans des orchestres, des harmonies avec, comme passion, on va dire, avant amateur, avant d'en faire leur métier.
Alors effectivement, et là on a donc des professionnels aussi qui jouent avec nous et on a de très jeunes musiciens qui sont vraiment très motivés et qui sont en même temps voilà, assez impressionnés de jouer dans un orchestre symphonique, même si nous sommes donc une trentaine de musiciens, mais néanmoins la qualité est là et vraiment je pense que ça les motive beaucoup. Alors certains partent après aussi pour leurs études puisqu'il y a un turnover, hein, et puis de nouveaux musiciens arrivent un peu chaque année, donc on en est très content. Je glisse un petit mot justement pour dire que nous recrutons, vous devant votre poste de télé, si voilà, vous êtes intéressé, vous êtes amateur, venez nous rejoindre à l'OSPS. Alors qu'est-ce que vous cherchez comme pupitre? Est-ce que vous avez des... Alors tous les musiciens sont les bienvenus, mais c'est vrai que notre pupitre de corde peut-être serait un petit peu plus, voilà, un petit peu plus fragile, un petit peu plus sensible, mais sinon vraiment tout le monde est le bienvenu, vraiment. Pour travailler. Et vous, Philippe Albou, j'imagine que l'harmonie de la Ferté-Bernard, c'est pareil. Enfin voilà, ça évolue au fil du temps avec des gens qui transmettent aussi. Est-ce qu'on peut encore vous rejoindre? Oui, il y a des pupitres manquants, donc nous c'est plus un basson. On aimerait bien avoir un basson en plus. On pourrait rajouter des morceaux. Il faudrait voir avec le chef, peut-être un peu en percu. Trompette, hein, il y a quelques-uns qui commencent à être âgés aussi, donc faut songer au remplacement. Hein. et puis ce qui est intéressant, c'est évidemment d'avoir tous les pupitres et d'essayer d'équilibrer, mais c'est aussi cette transmission-là entre les générations et entre les professionnels ou professionnels, enfin voilà, amateurs en devenir professionnels qui peuvent échanger avec des gens qui font ça à côté de leur métier. C'est cet échange qui est riche aussi et qui permet de nourrir. C'est important de mettre la lumière comme ça avec un événement comme Ma Région Virtuose pour qu'on fasse le lien justement entre ce qu'on voit sur les grandes affiches des fois et vos ensembles. Oui, tout à fait. Et puis on vous remercie du coup de nous laisser aussi un petit peu voilà cette tribune ce soir pour parler pour faire la promotion en fait de la musique amateur. On est vraiment ancré dans le territoire du Perche et pas que sartois, j'ai envie de dire, puisque on s'arrange pour faire des concerts sur un rayon d'environ une cinquantaine de kilomètres autour de la Ferté-Bernard, bien que ce soit vraiment notre berceau, puisque c'est là que nous faisons nos répétitions. Et donc on a un partenariat avec les associations culturelles, avec les associations patrimoniales, avec des établissements scolaires. Et puis au niveau de notre fonctionnement, on a fait aussi des concerts en partenariat avec la chorale. On cherche aussi à créer quelque chose avec nos collègues de l'harmonie, puisqu'on est vraiment voisins. Alors, ce qu'il faut dire aussi, expliquer, parce que les gens ne se rendent pas compte quand on ne fait pas partie d'un groupe musical et qu'on n'a pas forcément l'habitude, c'est que des fois, dans des grands concerts, tout le monde n'est pas professionnel. Il y a souvent des orchestres, des harmonies, enfin harmoniques ou symphoniques qui participent et qui sont, comme vous, qui travaillent à l'année, qui sont un mélange d'amateurs et de professionnels, et qui, en tout cas, les grands groupes, souvent, quand il y a 300 sur scène, ou même moins, et même une centaine, c'est souvent ça repose sur vous, en fait, la musique dite amateur. Oui, alors justement, nous nous réunissons une fois par mois en pupitre total avec tous les instruments, une fois par mois pour le pupitre de cordes, pour bien soutenir en fait leur pratique. Et j'ai oublié la suite, excusez-moi. Et les autres se voient un peu moins souvent. Vous ne voyez pas tous en même temps, en fait. Oui, mais on répète quand même tous ensemble, donc une fois par mois environ. Et malgré en fait, voilà, le fait qu'on répète pas toutes les semaines, eh bien, il y a quand même une exigence qui est voulue par notre chef. Il nous demande à tous l'excellence et en même temps, vraiment, il conjugue aussi la convivialité. C'est vraiment, comme il disait lui-même, les deux pieds du chef d'orchestre, et c'est vraiment authentique à l'OSPS. Oui, c'est sûr. Alors c'est vrai que moi, j'essaye de faire venir sur Culturel voilà, des ensembles régulièrement, et à chaque fois, on est très étonnés. On ne se rend pas compte, nous, derrière notre... Enfin voilà, en tant que spectateur du travail que ça peut être pour vous, parce qu'on classe ça dans musique amateur, mais évidemment, c'est très exigeant, comme vous le disiez. Donc, l'harmonie de la Ferté, on vous retrouve le 23 janvier pour le concert de Ma Région Virtuose. Oui. Le 14 mars et le 20 décembre cette année, où on a invité le Brass Band des Pays de la Loire. Donc, vous aurez l'occasion de venir en reparler. C'est un autre type et vous, avec l'Orchestre Symphonique du Perche sartois, c'est le 24 janvier.
Tout à fait, à 16h30 à la salle Athéna, en première partie. Très belle salle, concert. qui est mise à disposition par la mairie. Donc, c'est ça. Je à pense fait. que j'ai fait un plateau thématique en fait. C'est pour ça que j'ai ma transition qui est toute faite. Merci beaucoup d'être venu pour nous parler de vos groupes et de cette programmation musicale. Évidemment, je vous invite à aller voir sur le site de Ma Région Virtuose. Il y a la programmation sartoise toute fléchée. C'est pas que je suis chauvine, mais vous pouvez voir les concerts qui ont lieu près de chez vous. Évidemment, vous pouvez aussi en profiter si vous êtes dans les départements limitrophes. On accepte tout le monde. La Ferté-Bernard, les Tréteaux Phéniciens, c'est pas la première fois qu'on parle de vous sur ce plateau parce que vous participez à beaucoup de festivals et de projets dans le département. Et là, le 30, 31 janvier et 1er février, Théâtre sans animaux, c'est votre dernière pièce et vous la jouez donc 2 soirs et 1 après-midi à domicile, on va dire. C'est ça. On finit notre tournée départementale, si je peux utiliser le mot tournée. On a joué presque 10 fois dans différentes villes ou lors de festivals dans la Sarthe. Et vous êtes combien dans la troupe des Tréteaux Vénitiens, en tout cas pour ce projet-là ? Actuellement, on est 10 comédiens et on a notre metteur en scène Thibaut Guillochet qui nous accompagne depuis quelques années maintenant. Alors là, c'est Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes. Comment vous avez... C'est Thomas Guillochet qui a choisi la pièce et qui vous l'a... Thibaut, pardon. Oui, c'est toujours plus ou moins Thibaut qui propose. Après, on propose également, on lit, on discute et puis le choix se fait collégialement. Alors, c'est un peu particulier parce que finalement, Rabbi Kokolo, jouer de l'absurde, c'est quand même particulier. Qu'on soit amateur ou professionnel, encore une fois, c'est un théâtre avec une écriture quand même particulière puisqu'il n'y a pas forcément cette idée de narration et cette habitude du spectateur à suivre l'histoire. Ouais, effectivement, hein, c'est un peu la touche de Jean-Michel Ribes. Il aime bien ce type de théâtre, d'écriture. Donc nous, ça nous fait aussi voyager quelque part. Voilà, on sort un peu de notre quotidien, de ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, on endosse un rôle qui n'est pas forcément celui qu'on a dans la vraie vie. Alors, Théâtre sans animaux, c'est absurde, mais en même temps, il y a des sujets auxquels on peut se raccrocher et c'est... un spectacle qui reste accessible au grand public. Tout à fait, c'est tout public. En fait, Jean-Michel Ribes traite du quotidien, de personnages complètement familiers, mais dans des situations loufoques. Et on peut très bien se retrouver dans ces scènes de la vie, en fait. Comment vous appréhendez justement une pièce comme ça, une fois que le thème, la pièce est choisie, comment vous répartissez les rôles, comment ça se travaille au sein de votre troupe ? Souvent, le metteur en scène a quand même une idée de qui va jouer quel rôle. Après, les comédiens, à la lecture, quand on lit, on est tout de suite attiré et ça se fait naturellement. Et puis après, ça se travaille presque dans un ordre chronologique, j'ai envie de dire. Et puis ça se monte petit à petit. Et là, finir à la Ferté-Bernard, j'imagine que c'est des dates quand même qui sont importantes pour vous, évidemment, parce que c'est aussi la famille, les amis, les proches qui peuvent venir vous voir. Donc j'imagine que ce sont 3 dates. Et en plus, vous êtes à la halle de Nibellet, c'est une magnifique belle salle. Ouais. On est très très content d'avoir cette salle et puis que la ville nous la mette à disposition pour jouer. Enfin, c'est un endroit très magique, moi, je trouve, et c'est génial pour jouer. C'est un peu l'esprit aussi des Tréteaux Vénitiens à la Ferté-Bernard, avec votre vocabulaire, l'ambiance, vos participations aux différents festivals, etc. C'est vraiment de vous impliquer aussi dans la culture, ce qui se passe en local. Oui. Cette année, on a participé à des gros projets de la ville, comme le millénaire. En 2025, effectivement. Oui, ça fait pas longtemps qu'on a changé d'année, oui, en donc 2025, je suis encore... Cette année... Voilà. La saison, on va dire. On participe tous les ans à la Nuit des couleurs. Donc oui, on est bien implanté dans le berceau de la Ferté, même si on bouge un petit peu. Et est-ce que d'autres comédiens peuvent venir s'ajouter à la troupe ? Tout à l'heure, on parlait des pupitres musicaux. Est-ce que vous acceptez encore si on a envie de s'essayer à la scène ? Tout à fait. Alors pour cette saison, ça va être clôturé puisqu'on commence à préparer une nouvelle pièce qui sera encore de Jean-Michel Ribes.
Mais pour la saison prochaine, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec nous durant l'été et venir voir des répétitions. Et puis de venir voir vos spectacles, Bien déjà, sûr. évidemment. Alors, je vous voyais sourire ravi sur Jean-Michel Ribes. C'est vraiment... par exemple, est-ce que dans la pièce, tout le monde, dans la troupe, pardon, est-ce que tout le monde connaissait, ou il y a eu des découvertes? Vous avez l'air particulièrement content de jouer cet auteur. Oui, alors moi, c'est pas la première fois que je joue effectivement du Michel Ribes. Pour mes camarades de jeu, certains, comme Claire, ont aussi déjà joué. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un classique, hein, Jean-Michel Ribes, pour ceux qui ont quelques années de théâtre derrière eux. Ouais. Voilà, à un moment donné de leur parcours, effectivement, il arrive qu'on joue Jean-Michel Ribes. Et après, c'est vrai que l'absurde fait un peu peur des fois, et même par rapport au public, c'est pour ça que je le redis, ça reste accessible et c'est du théâtre, voilà, on peut venir en famille. Donc c'est 20h30 le vendredi et samedi, et dimanche 1er février à 15h. Tout à fait. Donc voilà, vous avez plusieurs horaires. On peut venir sur place pour directement prendre ses places, et sinon sur le Hello Asso, et on vous suit sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est valable aussi pour l'Harmonie de la Ferté-Bernard et l'Orchestre symphonique du Perche Sartois. Je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen d'être au courant de vos actualités et de pouvoir venir les voir, parce que évidemment c'est du spectacle vivant, donc je vous invite à aller les voir en vrai. Merci beaucoup à tous d'être venus nous parler de vos événements, et puis nous on va continuer avec Le Mans Sonore. Ça se passe du 17 au 25 janvier prochain. Le Mans Sonore qui va s'éparpiller un petit peu partout dans Le Mans Métropole, avec une riche programmation. Michael Guillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire délégué à l'éducation artistique et culturelle. Fabienne Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de l'Ormans Métropole en charge de l'innovation et de l'enseignement supérieur, qui participe grandement évidemment à cet événement. Arnaud Edel, bonsoir. Eh ben, c'est moi. Pardon, excusez-moi. Ouais, bonsoir. Je vais y arriver. Vous êtes guitariste dans le spectacle Kermesse, dont vous allez nous parler, qui sera présenté au Scarron. Et Rodolphe Alexis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Thal, mais vous allez nous parler aussi du design sonore, et du son en général. Alors, je ne sais pas qui de Fabienne ou Mickaël veut la patate chaude de nous expliquer le projet, déjà, Le Mans Sonore dans sa globalité. On est habitué à le faire à deux voix. Allez-y, Comment si je complète? D'accord. Eh bien, donc c'est la Biennale du son. La première édition a eu lieu fin 2019. Donc aujourd'hui, c'est la 4e édition de cette biennale. L'idée étant de regrouper un peu tout l'écosystème autour du son et de l'acoustique sur la métropole du Mans, puisqu'on avait un certain nombre de choses un peu innovantes, un peu exceptionnelles. Le master de design sonore que supervise Alexis à l'École des Beaux-Arts, le laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine, qui est reconnu au niveau européen, voire international, pour ce qu'il fait. Alma Acoustique, anciennement le CTPTM, qui a une chambre semi-anéchoïque qui est la plus grande d'Europe. Voilà, un certain nombre de choses comme ça qui permettaient d'organiser cette biennale et de mettre en valeur tout ce système-là. C'est vrai que c'était vraiment, comme vous le dites, un écosystème à valoriser aussi, tant du côté pédagogique que professionnel. Et quand je dis professionnel, il y a à la fois la culture et toutes les professions qui tournent autour du son. Exactement, la biennale, en fait, c'est la vitrine vers le grand public, de tous âges d'ailleurs, de cet écosystème qui est là tout le reste de l'année, bien sûr, et qui travaille autour du son, de l'acoustique. C'est très technologique, mais c'est aussi en lien souvent quand même avec de la création culturelle et artistique. Et donc, cette semaine, ces 10 jours de biennale, ils sont là pour montrer tout ce savoir-faire, l'exposer au grand public, mais aussi à des professionnels. C'est ça, c'est l'occasion d'échanges entre professionnels, entre structures aussi, puisque là, il y a justement de l'université à l'artiste qui va être programmé au grand public. Enfin, voilà, ça fait le lien entre tout ça. Parce que finalement, le son, c'est quelque chose qui nous touche tous les jours. Et pourtant, c'est une problématique dont on n'a pas toujours les tenants, les aboutissants, en fait.
Oui, puisque on commence dès la naissance, finalement. Le premier cri du bébé, c'est déjà un son avant qu'il sache faire quoi que ce soit d'autre. Et ça se prolonge tout au long de la vie. Donc, comme disait Fabienne, c'est quelque chose qui réunit tous les âges. C'est quelque chose qui mérite d'être compris, d'être entendu. Et parfois pas, puisqu'on a aussi tout un pôle de recherche, par exemple, sur des ultrasons ou des infrasons que notre oreille humaine n'est pas capable d'entendre. Mais pour autant, il y a de la recherche autour de cela. Il y a de l'innovation qui se fait aussi. Il y a de la fabrication d'instruments. J'ai oublié l'ITEM tout à l'heure, qui est aussi le pôle européen pour la fabrication d'instruments, de musique. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis le côté évidemment culturel, artistique autour du son qui est de ce fait plus grand public, et y compris pour les plus jeunes sur tout le volet éducation artistique. Sur la question du son, justement, et après, découvrir ça. Justement, Rodolphe, Alexis, à Talm, on peut étudier, travailler autour du son, et vous participez à cette biennale pour faire le lien, justement, avec cette filière et le grand public. Absolument. Donc la spécificité de Talm Le Mans, c'est d'avoir un master en design sonore. Donc le design sonore, c'est quoi? C'est une manière de donner sens au son, donc différents usages et de contextes d'application. Ça peut être de la muséographie, ça peut être du cinéma, ça peut être de l'audiovisuel, ça peut être de l'industrie, ça peut être évidemment la création artistique. Et cette biennale, elle permet aussi une visibilité en fait d'artistes internationaux. Cette année, la spécificité qu'il y a, c'est qu'on a une grosse délégation canadienne, québécoise, qui vient à la fois faire des installations sonores, des concerts et une table ronde le mercredi 21 à la salle des concerts. Donc si vous voulez découvrir la scène québécoise, c'est le moment, parce qu'il y a 4 artistes qui vont se donner en concert après cette table ronde. Et donc c'est vraiment une manière pour nous de donner à la fois du sens à cette action de développer le son et le sens du son dans un usage particulier. Là, c'est un focus sur la création artistique, mais vraiment donner envie à nos étudiants de découvrir aussi plein de profils différents. Et il y a beaucoup d'artistes qui, par exemple, sont à la fois enseignants ou qui sont aussi designers dans la vie. Donc c'est vraiment des passerelles qui sont fortes pour nous et qui sont un tremplin vraiment de dynamisation de l'action pédagogique. Alors c'est vrai qu'en plus, le design d'espace, le design graphique, le stylisme, etc., ce sont des designs qu'on a plus l'habitude de voir, avec des formations qui existent depuis plus longtemps, mais c'est vrai que le design sonore, alors c'est pas pour être chauvine, mais encore une fois on est sur LMTV, on a le droit, on a la chance d'avoir ça au Mans, c'est une spécificité. Il y a déjà des designers sonores qui ont fait des grandes avancées qui sont sortis de Talm, et d'autres qui travaillent comme vous le disiez, et tout ça en fait il faut évidemment lui donner de la visibilité, parce qu'on n'a pas forcément idée des métiers qui se cachent derrière cette thématique, ce nom. Exactement, donc la Biennale permet cette synergie entre les différentes structures, institutions qu'il y a sur le territoire, et c'est vraiment un moment important de donner une visibilité en fait à tous ces métiers qui concernent le design sonore et l'acoustique. Donc ça, c'est ça qui est très 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 bien avec cette biennale, c'est le grand public peut avoir accès à la fois à des choses qui sont très artistiques et à la fois à de la vulgarisation scientifique, et on fait des passerelles notamment entre des journées d'études où on mêle à la fois des artistes, des designers et puis des chercheurs. Voilà. Alors juste Talm, pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, c'est les Beaux-Arts du Mans, Touranger, Le Mans, je le précise parce que c'est vrai que des fois on est un peu perdu. Donc ça, on va dire sur la représentation des filières pédagogiques et professionnelles après en fait. Et vous... Du coup, Arnaud Edel, vous êtes en présentation, on va dire la partie culturelle, comme disaient vos collègues tout à l'heure. Vous êtes guitariste dans un spectacle Kermesse, qui est un spectacle de musique, de guitare et aussi de voix. Oui. Alors le titre exact, c'est la Kermesse guitare. Enfin voilà, parce que la spécialité, c'est qu'il y a 4 guitares, mais il y a aussi une batterie. De voix, oui, il y a des textes, un peu. Voilà, 4 guitares ensemble, forcément, déjà, dès le départ, ça pose des questions au niveau de la sonorité et de se mettre ensemble. C'est pas forcément quelque chose de très commun de jouer à 4 guitares. Bah, ça s'est fait, ça pose des problèmes parce que les guitaristes jouent très fort souvent. Donc, du coup, voilà. Mais non, c'est intéressant en fait. Du coup, c'est l'occasion de penser les 4 guitares comme une grosse guitare, comme un gros instrument. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qui est marqué dans le résumé, c'est-à-dire que des fois ça joue très très fort, mais vous êtes aussi en capacité d'emmener le spectateur avec des sons beaucoup plus doux et d'expérimenter justement ce champ des possibles. Oui. Alors il y a marqué, c'est un spectacle sur l'échec, mais pas que. Ça veut dire que voilà, on tourne aussi. Pourquoi Kermesse de guitare, par exemple ?
Alors, je fais un historique vite fait, mais à la base, je faisais la kermesse guitare, j'écrivais des pièces qui se montent très rapidement et j'invitais des guitaristes d'ailleurs pour qu'on s'est croisés en tournée ou voilà, pour célébrer un peu la guitare et faire un concert et passer un bon moment. Et puis à un moment, je suis tombé sur une équipe incroyable. Elles étaient toutes incroyables, les équipes. Non, vous inquiétez pas. Il y a eu un truc, quoi. Donc j'ai dit, je continue avec eux et je donne un peu plus d'élan, je donne un thème et je voulais faire sur l'échec. Mais je suis un peu passé à côté du thème. Donc finalement, ça reste sur l'échec, mais pas que. Voilà. Et par contre, justement, c'est cette notion de son et de groupe, de guitare, de musiciens, de rencontres. Vous jouez là dans le cadre de Le Mans Sonore. En plus, le thème, c'est résonance, on l'a pas dit. Mais justement, c'est important aussi de faire cette passerelle-là entre tous les métiers du son et puis vous qui êtes sur scène et qui voilà, passez au public votre musique pour le coup. Eh ben oui, j'ai plus la phrase. Non, je disais le fait de participer à une biennale du son, vous en tant que musicien, voilà, vous avez l'habitude d'être devant un public et d'être en représentation, en spectacle, mais là de participer plus largement à un événement autour du son. Oui, puis je crois que ça fait qu'il y a des publics un peu plus différents qui se croisent aussi. Oui, c'est ce qu'on disait. Il y a des... Nous, ça nous fait sûrement... on n'a pas encore joué, hein. Je sais pas. Non, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour qu'on vienne vous voir. Mais on va sûrement... Oui, ça mêle des gens qui peut-être n'auraient pas été voir la kermesse guitare ça. Le fait que ça s'inscrive dans une biennale, ça suscite de la curiosité. Ouais. Bah oui, du coup, c'est une belle programmation. Alors il y a des événements un petit peu partout pendant cette dizaine de jours, avec des rencontres, des ateliers, des visites un peu plus tournées vers les professionnels. Et toute une programmation grand public. On va sur Le Mans Sonore et on peut vraiment découvrir plein de choses. Ça peut s'adresser à des jeunes qui peut-être voudraient s'orienter vers cette filière, à des professionnels qui chercheraient des partenariats. C'est vraiment très vaste. Oui, et c'est alors à la fois des scènes un petit peu traditionnelles qui sont bien connues du grand public au Mans, comme le Scarron, l'Espal, les Quinconces, mais aussi des endroits qui sont moins des scènes de spectacle. Je pense notamment au laboratoire d'acoustique à qui se visite, là, avec le cabinet de curiosité, la chambre anéchoïque d'Alma Acoustique. Alors juste pour redire, particulier. C'est ça, la chambre anéchoïque, je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. C'est une pièce sourde en fait. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc avec la fameuse, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine de dire que si on restait enfermé tout seul dans cette pièce-là, on deviendrait fou à s'entendre respirer, le cœur battre. Enfin voilà, c'est vraiment... Ça peut être un peu oppressant. Une impression assez particulière. Certaines personnes ont du mal à y rester. Moi, j'aime beaucoup y aller, mais voilà. Et en tout cas, c'est quelque chose de... Évidemment, on en parle parce que c'est un petit bijou, c'est assez unique. Déjà, même en termes de perception, c'est une expérience. Et puis, évidemment, au niveau du son, de savoir à quoi ça sert, c'est impressionnant. Et là, par exemple, avec les enfants, c'est une super expérience aussi. Et aller en concert, voilà, c'est aussi unique. Il n'y a qu'à ce moment-là de l'année où on peut le faire. Et puis il y a le Dôme, évidemment, le Dôme sonore qui est installé maintenant à l'ITEM. Qui est installé aujourd'hui à l'ITEM. Tout à l'heure, et de découvrir aussi, pourquoi pas, voilà, les métiers aussi de facture pour faire les instruments de musique et autres. Et puis toute la filière aussi industrielle, et vous le disiez tout à l'heure, ça peut être dans l'espace, ça peut être pour des scénographies, ça peut être pour des objets. Enfin, évidemment, aujourd'hui, avec l'électrique, il y a beaucoup de design sonore, si je ne m'abuse, qui se développe. Une composante un peu différente cette année, c'est que, par exemple, dans les installations qu'on programme à Talm, et notamment, je pense à l'installation de Benoît Maubré, qui est un obélisque monumental de 5 mètres de haut, qui est composé essentiellement de haut-parleurs récupérés. Donc il y a cette notion aussi de considérer l'acoustique dans les installations et dans les œuvres artistiques, qui est assez prégnant en fait de plus en plus depuis la dernière biennale et puis cette quatrième. Voilà. C'est une belle façon de s'interroger sur ce qui fait son et ce qui fait sens, et qui est, j'étais obligée de faire le jeu de mots, le cœur battant de notre ville pendant ces 10 jours. Voilà, si vous n'aviez toujours pas remarqué l'affiche derrière moi, Le Mans Sonore, vous n'êtes pas passé à côté, maintenant vous savez de quoi ça parle, vous allez sur le site internet et puis vous choisissez votre programmation, avec une très grande partie de la programmation qui est en plus gratuite et donc accessible. Tout à fait. Donc évidemment, c'est pour le plus grand nombre. Du 17 au 25 janvier, Le Mans Sonore, merci à tous les quatre d'être venus nous présenter ce bel événement. Et puis ce week-end, on en a un second qui se passe au Parc des Expositions, c'est le Geek Life, on les retrouve tout de suite dans Culturel.
Le Japon s'invite à la Geek Life et donc sur Culturel. Ce week-end, on va au Parc des Expositions pour le festival Geek Life. J'ai le plaisir d'avoir autour de la table Aline Mazurier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai mis dans le Sainteux que j'ai jusqu'au bout kimono enthousiaste, puisque nos échanges ont commencé par cette définition. Manon Hoth, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable de la troupe, alors là, c'est beaucoup moins drôle pour moi. Yosakoi Tabikairu. Yosakoi Tobikairu. Voilà, c'est ça. De l'association Japan Zone. Enfin, vous allez nous expliquer ça. Donc, évidemment, toutes les deux, on voit tout de suite le lien qu'il peut y avoir avec la thématique de cette année. Et Samuel Guillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident de l'association eSport Line. Et là, sous une autre version, évidemment, vous participez au Geek Life Festival comme chaque année. Tout à fait. Puisqu'on est sur un festival autour de la culture geek, des mangas, des jeux vidéo, tout ce qui se passe autour de cette culture qui est vraiment très développée. Et puis on a la chance, le Geek Life a lieu dans plusieurs villes, mais c'est vrai qu'il a été créé au Mans et il y a une belle communauté qui travaille autour de ça. Et cette année, le thème, c'est le Japon. Tout à fait. Alors du coup, ça consiste en quoi, kimono enthousiaste ? Eh bien, c'est le terme qu'emploie la communauté internationale pour parler des gens qui aiment les kimonos. Ah, donc c'est un terme officiel. C'est ce qui se retrouve le plus, parce que j'ai regardé, j'ai des contacts qui sont au Japon, d'autres qui sont dans d'autres pays. Et ce qui revient, c'est on est enthousiaste du kimono, donc kimono enthousiaste. D'accord, parce que quand Jean-Christophe Camus, Jean-Christophe qui fait le Geek Life Festival, qui est le créateur, je pensais que c'était une expression, mais donc le terme officiel... Vous ne faites pas que ça dans la vie, vous êtes professeur d'art plastique, mais comment ça vous est venu l'idée de la passion du kimono ? Moi, je suis tombée dedans, le Geek Life, parce que, geek d'abord, parce que j'ai lu des mangas quand j'étais en primaire, j'en ai piqué dans la chambre de ma sœur, et j'avais vu dedans ces personnages qui étaient habillés en kimono. Et ça m'a quand l'esthétique même... L'esthétique m'a vraiment captée. Et au début, je me disais, c'est super beau et tout, mais jamais je me serais dit que je pourrais en porter. Et en grandissant, on se rend compte qu'il y a des portes qui s'ouvrent et que Internet existe. Oui, c'est ça. Et que finalement, on peut peut-être se procurer des kimonos. Donc au début, j'ai acheté un peu... tout ce que je pouvais sans vraiment savoir ce que j'achetais. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ah non, ça, en fait, ça va avec telle chose. Donc, si j'achète ça, il m'en faut un d'un autre genre. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai construit ma garde-robe. Votre collection, on peut dire garde-kimono. On peut dire garde-kimono, d'accord. Parce que c'est plus des robes. Mais, et puis, au fur et à mesure, de me dire, ah oui, donc ça, c'est ça. Et puis maintenant, je me dis, il me manque quelques petites pièces que j'aimerais bien avoir, mais vraiment pas beaucoup, toi tu le sais. Et alors, justement, le Geek Life, c'est l'occasion de vous voir, comme moi j'ai la chance de vous voir ce soir, c'est-à-dire en tenue, parce que, c'est pas tous les jours forcément la tenue la plus pratique pour se balader en ville. Moi je le fais, mais c'est vrai que pour travailler, étant donné que je suis professeure d'art plastique, j'aimerais pas avoir de taches de peinture sur mes kimonos. Donc oui, j'en mets quand je peux, mais c'est plutôt sur un temps personnel. Et est-ce que cette tenue, elle est quotidienne pour les Japonais ou... Alors, il y a, on va dire, deux versants de l'histoire du Japon. Il y a le versant qui dit que les Japonais, ils ont tous adopté le costume à l'occidental parce qu'il y a eu l'occupation américaine. Puis il y a l'autre versant qui dit que oui, mais ils ont quand même voulu garder leur tradition et les moderniser pour pouvoir quand même faire vivre une culture qui leur est propre. Et donc, aujourd'hui, les Japonais se réintéressent à comment porter le kimono et ils prennent des cours parce que ça prend un peu de temps, il y a une technique, etc. Il y a une technique pour le mettre, etc. C'est ça, parce que là, en fait, on voit que le kimono, mais j'ai un sous-kimono et j'ai un sous-sous-kimono. Il y a trois couches. Il y a 3 couches. Donc, chaque couche se met d'une certaine façon. Et les Japonais, ça met du temps, ils n'ont pas le temps, ils sont salariés, ils courent à droite à gauche comme pour nous. Donc, il y en a qui s'y remettent parce qu'ils retrouvent un moyen de s'affirmer. Comme la cérémonie du thé, comme plein d'autres choses autour du Japon, justement. Donc, ce week-end, on vous croise au Geek Life. Oui, alors kimono. Plutôt habillé comme ça.
Pour le coup. Vous serez plutôt habillé comme ça. Alors comme ça, c'est quoi Manon Hot Yosakoi, c'est quoi? Donc, le Yosakoi, c'est une danse japonaise qui se veut dynamique et entraînante, qui a été créée dans les années 50 au Japon. Et ça s'est popularisé très très rapidement. Aujourd'hui, il y a plus de 200 festivals de Yosakoi chaque année au Japon. Oui, c'est incroyable. Alors moi, j'avoue, je connaissais pas trop, parce que pourtant j'ai déjà été évidemment au Geek Life, mais j'ai pas forcément retenu ça. Et j'ai vu sur les vidéos, c'est aussi tout un univers. J'allais dire comme le kimono, la tenue que vous avez aussi ce soir, et puis ce qu'on voit sur la table des Naruko. Tout à fait. Des petits clapets dont on se sert pour marquer le temps, pour rythmer la danse, exactement. Et justement, la tenue est un accessoire de la danse? Ça aide à donner des effets visuels intéressants. Il n'y a pas de tenue officielle. Par contre, on s'inspire beaucoup des kimonos et des vêtements traditionnels japonais, mais on crée la tenue comme on veut, en fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on voit les inspirations sur les troupes quand elles sont dans des festivals et qu'elles sont en représentation. Souvent, ils ont des très belles tenues qui viennent appuyer leur chorégraphie. Au Mans, alors au Japon, c'est des groupes de 50, 60 danseurs. Au Mans, vous êtes combien? Pour l'instant, on est 12. Donc c'est notre 3e année, on a été créé en septembre 2023. Et oui, donc 12, c'est un bon début déjà sur une 3e année. Et en plus, au Geek Life, évidemment, vous allez forcément rencontrer votre public et les gens qui peuvent avoir envie de vous rejoindre, de vous connaître ou de vous produire, puisque l'idée, c'est de faire des festivals et de faire de la scène, finalement. Exactement, c'est ce qu'on préfère, la scène. On recrute tout au long de l'année, donc si quelqu'un veut nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Et vous serez présent tout le week-end ? On sera présent tout le week-end sur notre stand. On sera sur scène le samedi matin de 10h15 à 11h et le samedi soir de 17h30 à 18h. Et le dimanche, on sera juste sur notre stand où on fera des petites démonstrations et des initiations de Yosakoi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. À partir de quel âge on peut danser le Yosakoi ? Il y a tous les âges. Ouais. Oui. La plus jeune de notre troupe, elle a 11 ans, ou elle a commencé à 11 ans en tout cas. Et ça va aussi très loin. Oui, après, c'est une question physique. Je pensais plutôt au départ, en fait. Après, c'est tout un art, finalement. C'est pas vraiment un sport, c'est pas vraiment c'est une pratique globale, en fait. C'est une pratique artistique globale. C'est ça. Alors ça, c'est, on va dire, in real life. Samuel Guillet, donc l'association eSportline sera évidemment aussi présente tout le week-end au Geek Life. Et comme le nom l'indique, c'est le sport en ligne. Exactement, c'est ça. C'est la partie tournoi et compétitif du jeu vidéo. Donc c'est pas forcément des jeux de sport, il n'y a pas que du FIFA, il n'y a pas que des jeux de voiture, mais c'est tout ce qui se joue en compétitif, qui peut se jouer en fait en affrontant des joueurs, soit 1 contre 1, soit équipe contre équipe. Alors, ça veut dire que on n'est pas forcément, évidemment, ce qu'on est dans la vie, puisque c'est un peu le principe aussi de l'écran. Et ça veut dire qu'on peut pratiquer n'importe quel sport ou des situations, comme vous dites, de jeux vidéo autres qui n'existent pas dans la vie réelle. Exactement, c'est ça. On peut parler de FIFA qui est un jeu de foot, on peut parler des échecs qui est considéré comme de l'e-sport, mais aussi, on peut parler aussi de Call of Duty, pour certains qui connaissent, qui est plutôt un jeu de guerre, League of Legends, qui est plutôt un jeu, ce qu'on appelle un MOBA, qui se joue à 5 contre 5. Donc voilà, ça peut être des jeux qu'on peut faire dans la vraie vie, mais pas que. Alors, on ne se rend pas forcément compte, sauf quand on vous voit dans des événements. Est-ce que vous vous regroupez ou est-ce que le rendez-vous, il est toujours en ligne ? Nous, on a créé l'association pour pouvoir se regrouper. On essaie vraiment de développer le côté social du jeu vidéo. Ouais. On essaie de casser un petit peu les mythes où on n'est pas juste avec notre paquet de chips devant notre écran à longueur de journée. C'est pas le cas. Ouais. Et du coup, on essaie de montrer un petit peu ce côté geek, toujours. Ouais. Mais voilà, sortable. Alors, c'est la très bonne idée, si vous êtes pour, contre ou pas les jeux vidéo, allez-y, entre le rétro gaming, le gaming au Geek Live, vous allez voir comment ça se passe, vous allez voir les gens qui pratiquent. Ça permet de désacraliser d'une part et puis de aussi prendre un peu de distance quand on est parent, notamment de jeunes enfants, de voir qu'il y a plein il n'y a pas une façon de jouer, il y a plein de choses, il y a plein de cultures qui vont avec et ça se nourrit évidemment. Vous parliez tout à l'heure des mangas pour amener au kimono, mais ça peut être aussi un jeu vidéo qui vous emmène dans des univers variés.
Et on peut, alors par exemple, avec eSportline, vous faites les mercredis en ligne, ou par exemple, c'est des soirées où on peut se retrouver donc en ligne, alors peut-être en présentiel aussi et en ligne. Alors plutôt en ligne pour cette fois-ci, parce que du coup c'est vraiment ouvert à tous, et pour avoir un maximum de monde, on essaie de trouver des jeux où on peut jouer à plusieurs. Et une fois par mois, le premier jeu mercredi de chaque mois, on fait ce qu'on appelle le mercredi line, donc e-line qui est un petit peu l'abrégé de eSportline, où voilà, chacun a envie de venir et on se fait une petite soirée sur n'importe quel jeu, en général gratuit. Donc il y a un maximum de monde. Justement un maximum de participants. C'est ça, c'est ouvert à tous. Et puis voilà, on a juste notre partie Discord qui est un petit serveur vocal. Et on invite n'importe qui à venir. Pour pouvoir se relier. Justement, comment vous accueillez des gens qui veulent faire groupe ou voilà la partie sociale, échange, transmission, parce que c'est vrai qu'on a, comme vous le disiez, on a un peu le mythe du gars devant son écran qui mange des chips. Même pour des parents, ça peut être rassurant peut-être de dire de faire partie d'une communauté. Ouais. Les parents, ils sont toujours plus faciles à atteindre quand on est en physique, en présentiel. Donc le Geek Live permet principalement de voir les familles. Ouais. On a d'autres événements aussi où on est vraiment prestataire à ce moment-là. Et du coup, c'est vraiment les familles qu'on essaye de toucher au maximum. Notamment le 29 mars, vous serez à Marolles-les-Braud pour Cascade Game Day. Exactement. Game Day. C'est ça aussi, c'est important. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez au Geek Live, vous êtes en famille, vous avez des enfants qui jouent ou qui ne jouent pas. Oui. Moi, je sais que j'ai l'inverse. J'ai l'anti-geek à la maison. Ça peut être aussi une découverte. Ouais, exactement, c'est ça. Savoir comment jouer aux jeux vidéo, c'est intéressant de savoir aussi comment on y joue. Il y a pas, on n'est pas obligé de mettre 20 heures par jour sur le jeu vidéo. Il y a plein de façons d'y jouer. Il y a des consoles qui sont beaucoup plus appropriées pour les familles, par exemple. On essaye justement sur ces moments de présentiel de pouvoir discuter avec les familles, avec les parents principalement, et souvent les ados qui ont pas mal de rêves de devenir joueurs professionnels, etc. Donc nous, on essaye de les cadrer un petit peu. C'est comme le football, hein, c'est pas forcément très facile d'être au meilleur niveau. Il y a tellement de monde qui peut le faire. C'est tellement facilement atteignable et voilà, tout le monde peut jouer aux jeux vidéo. Que du coup, devenir joueur pro, c'est toujours un petit peu compliqué. Et dans votre asso, il y a des gens qui en font de manière assidue, limite professionnelle. Oui, on a vraiment voulu créer l'association pour faire de l'événementiel dans le monde. En 2020, il s'est passé quelque chose d'important dans le monde. Et du coup, on s'est ouvert plutôt sur la partie, ce qu'on appelle online, donc vraiment en ligne, avec la création d'équipes e-sport. Et donc, du coup, on a actuellement quelques joueurs et des équipes qui nous représentent sur différents jeux. Et donc ça veut dire qu'il y a des concours de e-sport, mais vous pouvez avoir des équipes qui, du coup, ne sont pas forcément d'ici. Tout à fait. On a voulu faire ça au départ, avoir des joueurs que locaux, mais en fait au bout d'un moment on tourne très vite en rond et même si Le Mans est un plutôt bon vivier de joueurs, il y a un moment où on retombe toujours sur les mêmes joueurs, donc du coup on a essayé d'ouvrir à plus grand, donc là on est principalement francophone, mais on ouvre à toute la France en fonction des envies de certains. Il suffit simplement, nous via les réseaux, de nous contacter, de dire voilà, moi j'ai plein de copains qui jouent à ce jeu-là, je joue avec eux, est-ce qu'on peut rejoindre votre équipe, et puis nous on discute ensemble, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, on essaie de voir les objectifs communs. Et puis voilà, que ce soit gagnant-gagnant. C'est vraiment tous les trois le point commun. Hein. La Geek Live, c'est des rendez-vous. Alors, Le Mans, évidemment, on est chauvin ce week-end, les 17 et 18 janvier. Et puis, il y a d'autres villes, puisque ça essaime un petit peu partout dans la région. Mais allez-y, profitez. Il y a une scène, il y a des artistes qui sont en représentation. Évidemment, vous retrouvez les mangas. Évidemment, vous retrouvez les jeux de société. Vraiment, évidemment, sur le Japon, sur les séries aussi. Il y a vraiment tout type d'activités. Vous pouvez y passer le week-end, il y a des stands pour se restaurer, il y a vraiment tout. On peut faire un peu de sport, après on peut aller rêver un kimono, après on peut aller faire un peu de sport en ligne. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les ambiances. C'est vraiment l'idée du Geek Life et ça fait des belles rencontres, je crois. Ah oui, tout à fait. Oui, absolument. Voilà, l'idée, c'est aussi de vous dire, vous qui êtes derrière votre écran, ne pensez pas que c'est un festival que pour les geeks. Allez-y en famille, c'est une très bonne idée. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos projets. On en découvre tous les jours. Le Geek Live, c'est ce week-end au Mans. Et puis nous, on se retrouve jeudi, même heure sur LMTV.